Gestionnaire, formatrice pour Crown, mon background très électrique. Donc, électricienne de formation. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie sur des réseaux allant de 120 volts à 25 000 volts. Donc, je connais beaucoup la matière à laquelle je vous parle aujourd'hui. Euh, Débutons par... Bon, là, c'était sûr, mon petit... C'est good, c'est pas mon clicker. D'habitude, j'ai mon clicker personnel, donc... là, c'est sûr que je me barre les pieds. Je m'excuse. Faut que je fasse mon petit setup. OK, super. Aujourd'hui, on va parler des exigences de maintenance électrique. On va parler des conséquences des défauts de maintenance. C'est important d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer si j'effectue pas de maintenance préventive sur mes équipements électriques? On va voir ensemble les 6 points de conformité. Donc, la sécurité électrique aussi, super important. Puis la documentation qui est requise par rapport à tout ça. Donc, compte tenu des changements rapides dans le secteur de l'électricité, notamment le vieillissement de nos infrastructures, les problèmes de fiabilité du réseau, on est conscient de ces enjeux-là. Les enjeux sont nombreux pour vous tous, OK? Donc, comment on va approcher une compagnie à mettre en place de la maintenance préventive? C'est des enjeux qui sont rencontrés. Le manque de personnel pour effectuer les tâches quotidiennes. Euh, Tous ces enjeux-là viennent directement vous impacter pour mettre en place la maintenance préventive. Donc, qu'est-ce qui est requis par les normes, les codes en vigueur? Donc, autant que ce soit moyenne tension, haute tension, basse tension, on parle d'entretien hors tension qui doit être effectué tous les 3 ans. Donc, entretien sous tension, la thermographie doit être effectuée annuellement. Tout ce qui est inspection visuelle de vos équipements électriques aussi doivent être effectués annuellement. L'ingénierie aussi. Donc, avant de débuter un projet, étude de court-circuit qui doit être mise en place pour savoir, bon, ben mon projet, est-ce que c'est viable? Donc, étude de court-circuit aussi nécessaire de le refaire quand on va faire des ajouts importants sur un site, il faut refaire une étude de court-circuit. Étude de coordination, là, ça va être plus au niveau des disjoncteurs principaux. Donc, si je modifie un disjoncteur principal, si je change les réglages sur un disjoncteur principal, je vais être obligée de faire une étude de coordination qui va être exigée de la part d'Hydro-Québec, signée par un ingénieur de l'ordre, super important. Pour ce qui est des analyses qualitatives, là, on va vraiment utiliser ça quand j'ai une problématique sur site. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon réseau électrique, donc là, je vais pouvoir effectuer une analyse qualitative pour savoir justement qu'est-ce qui se passe dans mon bâtiment. Schémas unifilaires doivent être mis à jour tous les 5 ans. Mis à part si j'ai un gros changement sur le système de distribution, je vais devoir rentrer en dedans de ces 5 années-là. Par contre, sinon, on met ça à jour aux 5 ans. Étiquette sur les étiquetages, minimalement sur les équipements électriques, je dois avoir des étiquettes d'avertissement. L'avertissement de risque de choc et d'éclat d'arc. Donc, sur tous vos équipements électriques qui est 30 volts et plus en courant alternatif, 60 volts et plus en courant continu, on s'attend à y retrouver des étiquettes d'avertissement. Puis la gestion des actifs. Donc, comment je vais documenter toutes ces informations-là? Ça fait partie des requis, des obligations d'accéder à de la documentation par rapport à tout ça. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui, un petit peu plus dans le détail. Donc, je débute par les conséquences des défauts d'entretien parce que le parallèle il est important de faire. Donc, dans tous les secteurs présents, les conséquences peuvent être désastreuses. Si j'effectue pas de maintenance préventive, ben je peux pas prévoir quelle défaillance qui va arriver dans mes équipements électriques. Donc, l'enjeu est direct, puis les conséquences, on ne peut pas les mesurer. Donc là, on regarde les images, on le voit que suite à une défaillance électrique dans le disjoncteur principal, les conséquences ont été très fâcheuses pour le client. Donc, c'est directement là, un impact
relié à un manque de tests, à un manque d'essais, à un manque de maintenance. Ça a été par chance pour ce client-là qui avait les pièces disponibles. La cellule a dû être remplacée complètement. Donc, un temps d'arrêt de 24 heures en partant. Puis, comme je vous dis, par chance, le client avait les pièces disponibles parce que les pièces en livraison pour remplacer cette cellule-là auraient été de plusieurs semaines. Là, on limite les dégâts, 24 heures de temps d'arrêt. La facture s'est élevée à 50 000 on s'en sort bien. Mais il faut être conscient que les pièces pour vos équipements, si vous ne les avez pas disponibles, bien là, on va chiffrer le temps d'arrêt beaucoup plus, ça va être beaucoup plus élevé comme temps d'arrêt. Donc, si on regarde ici, OK, là, je vais appuyer sur le fait de prendre le temps. Je sais que quand il arrive un bris dans un de nos équipements électriques, on est en réaction. Prenez le temps de faire une bonne évaluation de votre équipement. Donc, le client, pour cette situation-là, avait reçu une soumission de 1 million de dollars pour remplacer le switchgear au complet. OK? Donc, l'importance de prendre un temps d'arrêt puis de pouvoir faire des tests, savoir qu'est-ce qui est réellement brisé dans l'équipement pour réduire les coûts. Maintenant, quand on est en mesure de faire des rétrofits dans vos équipements existants. Donc, oui, il y a une défaillance majeure. Oui, il y a beaucoup de pièces à remplacer. Les jeux de bord vont devoir être refaits. Par contre, ça va réduire vos coûts de façon considérable. On était en mesure d'effectuer les travaux pour 40 000 Donc, on voit la balance où ce qu'elle se fait. Donc, il y a façon quand la situation le permet certainement, de pouvoir faire des réparations à moindre coût, puis qui vont être autant efficaces, puis qui vont durer aussi longtemps que si j'avais remplacé le switchgear au complet. Donc, on sait qu'un actif électrique qui est bien entretenu du jour 1 de son installation va avoir une durée de vie entre 25 et 30 ans. Si on n'effectue pas de maintenance préventive sur les équipements électriques, on perd beaucoup en longévité. Ça va tourner plus autour de 17 ans. Donc, je perds des belles années pour mes équipements électriques. Il faut le prendre en considération. Donc, on sait qu'un tiers des feux est dérivé de l'origine électrique dans les bâtiments, donc dû à des défaillances. 2 tiers de ces incendies-là auraient pu être évités en effectuant de la maintenance préventive. Donc, coût direct, c'est moins de temps d'arrêt, c'est moins de feux dans les bâtiments, on s'entend, puis la sécurité de votre personnel, super important ça aussi. Pourquoi? Bien, la sécurité est un autre élément qui motive nos actions quotidiennement. Donc, malheureusement, encore 4000 personnes sont admises au centre des grands brûlés dues à des blessures causées par des arcs électriques. Donc, d'où l'introduction de la norme CSA Z462, puis ma présence ici aujourd'hui. À main levée, je suis curieuse de savoir, tout le monde, la norme CSA Z462. Qui est familier avec cette norme-là, s'il vous plaît? OK, j'ai quelques mains, mais c'est clairement pas la majorité. Euh, on a pris cette norme-là, on l'a mis en 6 points. On va vous donner de la matière aujourd'hui qui va être précieuse, en fait, puis qui vont guider peut-être vos choix de mise en place. Donc, premier point, on parle de mettre en place et maintenir un programme de sécurité électrique tel que défini par la norme CSA Z462. Qu'est-ce que ça veut dire là, concrètement? Je veux m'assurer d'avoir en place un programme qui contient des politiques, des procédures en ce qui a trait avec l'interaction avec mes équipements électriques. Puis là, on ne parle pas seulement pour les électriciens, on parle pour toutes les personnes qui interagissent avec l'équipement électrique. Donc, ça peut être mon opérateur, on le sait en industrie, la ligne est souvent extensible, donc je me retrouve à avoir beaucoup de gens qui interagissent avec les équipements électriques. Ça concerne tous ces gens-là. Point 2, former, qualifier les employés à la norme CSA Z462. 2 volets à cette formation-là. On va parler d'un volet théorique, donc qui va vraiment être plus général sur les risques en ce qui a trait aux équipements électriques.
qui doit être mise à jour tous les 3 ans, puis une formation pratique qui est littéralement un audit sur un cadenassage en cours, puis le dégagement en cas de contact pour mon personnel qui interagit directement avec les équipements électriques. Donc, c'est beau de mettre en place un programme, mais si rendu sur le terrain, mon personnel n'est pas capable de mettre en place les procédures qui sont inscrites dans le programme, ça n'a aucune valeur. Donc, important d'aller sur le terrain, auditer, est-ce que cette procédure-là fonctionne? Point 3, générer, mettre à jour et afficher un schéma unifilaire. Donc, comme je viens de vous le dire, ce point-là doit être mis à jour tous les 5 ans. Point 4, effectuer une étude de danger d'éclat d'arc et de choc électrique, procéder à l'étiquetage des équipements. Ce point-là aussi doit être mis à jour tous les 5 ans. Point 5, fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle adéquats. Je pousserai la note jusqu'à s'assurer qu'ils les portent conformément aussi à ce qui est établi, parce que souvent, on arrive en industrie, on a les EPI. Donc, ils sont achetés, les travailleurs les possèdent, sont encore flambant neufs dans leur sac d'origine. Donc là, moi, ça m'allume un gros flag de « c'est super, on a acheté les EPI ». Par contre, il faut pousser un petit peu plus. Donc, c'est peut-être un manque de connaissance de quand est-ce que je dois utiliser mes EPI ou pas, mais il ne faut pas se laver, se libérer de tout. Ah ben oui, on a nos EPI. Oui, parfait. Est-ce que nos travailleurs les portent conformément à ce qui est établi? Puis, en point 6, qu'on va discuter un petit peu plus aujourd'hui, mettre en place un programme de maintenance tel que défini par la norme, c'est ça, Z463. Donc, Z462 va nous enseigner comment interagir de façon sécuritaire avec les appareillages. Z463 va nous dicter quel entretien je dois effectuer sur mes équipements électriques. Donc, un gros sommaire du point 6, on va parler d'entretien sous tension de façon annuelle, puis d'entretien hors tension à tous les 3 ans. Je vous invite à prendre une minute, regarder les 6 points que vous voyez à l'écran présentement, puis je ne vais pas faire un tour de table parce qu'on est très nombreux. Habituellement, je le fais quand on est moins nombreux. Posez-vous la question, à quel pourcentage je suis au sein de mon entreprise? Qu'est-ce que je dois travailler peut-être un petit peu plus versus qu'est-ce qui est maîtrisé puis qu'on est bon dans ce point-là? Donc, gardez ça en tête. Donc, si vous avez des questions, on va avoir une petite période de questions à la fin. Donc, beaucoup de chemin a été parcouru depuis la mise en place de la NFPA 70B en 1975. Donc, on le sait, la CSA s'est vraiment harmonisée avec la NFPA. Donc, c'est intéressant de savoir que cette norme-là est apparue au Canada en 2009. Donc, quand même, la CNSST a adopté cette norme-là en 2016. Donc, il y a eu du chemin de fait depuis. Note importante, depuis 2015, la catégorie 0 a été complètement éliminée. OK? Donc, intéressant de savoir que toutes les personnes que je vois interagir avec des équipements électriques devraient être habillées comme les personnages au milieu. Là, dépendant de l'énergie incidente que l'appareillage peut générer, on va sélectionner les pièces d'équipement en fonction. Donc, comme je viens de vous dire, bon, je me suis sautée d'une slide, donc la CNSST a adopté cette norme-là. On parle au même titre que travaux en hauteur, espace clos, le CIMDUT, la sécurité électrique doit être respectée. On est rendu à la 6e révision de la norme, donc c'est pas quelque chose qui va disparaître avec le temps. Il faut vraiment juste embarquer dans le bateau puis mettre ça en place étape par étape. Donc, dans les grandes lignes de cette norme-là, qu'est-ce que ça dit? Le propriétaire de l'appareillage ou son représentant désigné est responsable de l'entretien de l'appareillage électrique puis de ses documents. Il y a aussi un volet qui est dit inspection. Donc, pour toute nouvelle installation, je dois m'assurer de faire valider l'installation avant la mise en service. Puis tout au long de la norme, on revient beaucoup sur les conditions de maintenance. OK? Si on accorde autant d'importance aux conditions de maintenance dans nos équipements électriques, c'est simple. On le sait que c'est important de porter des EPI. Par contre, si je n'effectue pas de maintenance préventive dans mes appareillages, le système ne déclenchera pas dans les temps prescrits.
l'énergie incidente va être plus élevée. Mes travailleurs ont beau porter des EPI, ils ne seront pas protégés avec les EPI qu'ils portent. Donc, c'est pour ça qu'on appuie autant sur l'importance de mettre de la maintenance préventive en place. Donc, pour tout ce qui est entretien hors tension, c'est important de cibler quels tests doivent être effectués. Ça va dépendre des instructions du fabricant puis des normes en vigueur. Fait que, dépendant quel type d'équipement j'ai devant moi, je vais avoir certains tests à effectuer versus un autre que les tests vont être différents. Donc, par rapport à ça, s'assurer que ce soit documenté. Puis, perdez pas de vue, là, c'est important que, dépendant de l'équipement, d'avoir les tests requis, de les documenter, puis d'avoir un plan d'action pour ces équipements-là. Donc, c'est pas d'aller laisser aller ça à la légère. C'est important de comprendre aussi que on veut travailler avec du monde qui sont formés, qualifiés pour effectuer les tests. Donc, à l'interne, on a des électriciens, des techniciens, puis des ingénieurs qui vont être en mesure d'interpréter les tests. C'est beau d'effectuer des maintenances, mais si on laisse ça aller puis qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat de tout ça, on ne gagne rien au change. Donc, de plus en plus, les compagnies de les compagnies d'assurance vont faire référence aux normes dans leur police d'assurance. Cette journée-là, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir fournir une liste de vos équipements électriques. Donc, le type, le modèle de l'équipement électrique, c'est quand les dernières maintenances ont été effectuées sur mes équipements électriques. Donc, on doit s'assurer d'avoir un registre de tout ça, puis d'être au courant, puis d'être en mesure de fournir ces documents-là. Donc, voilà pour ça. Aujourd'hui, je trouve ça super important, une façon concrète. Comment arriver à mettre en place, donc, une façon efficace pour vous de documenter tout ça, puis d'arriver à garder un registre de tout ça. Donc, je vous présente le logiciel BCES IQ. Là, je le sais, je suis ici depuis ce matin. On vous parle beaucoup de logiciels, de plateformes. On le sait qu'il en existe beaucoup en entreprise présentement. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est spécialement conçu pour le volet électrique. Donc, vous n'avez pas d'action à poser par rapport à un logiciel comme ça. Moi, je m'amuse à dire, c'est nous qui nourrit la bête. Donc, quand on effectue des maintenances, c'est vraiment nous qui va tenir à jour l'information à l'intérieur de ce logiciel-là. Donc, ça ne rajoute pas une charge pour les gestionnaires ou les propriétaires. C'est vraiment une façon d'accéder à mes équipements électriques. Donc, si vous avez plusieurs bâtiments, vous pouvez retrouver tous vos bâtiments au même endroit. Donc, à l'intérieur du logiciel, je vais pouvoir avoir accès à tous mes équipements électriques localisés par emplacement dans mon bâtiment. Donc, je vais avoir accès aussi à tout le pédigré de mes équipements électriques. Donc, si j'ouvre le logiciel, j'ai besoin d'aller chercher tel équipement, bien, je vais avoir sa marque, le type de l'équipement, la marque, l'emplacement, le numéro de modèle. Donc, j'ai vraiment toute l'information. C'est quoi que ça va permettre? Ça va vous permettre de sauver du temps, puis automatiquement sauver de l'argent. S'il arrive une défaillance sur mon site, j'ai pas le temps de chercher c'est quoi le numéro de modèle, puis c'est quoi j'accède à mon logiciel, j'ai toute l'information au même endroit. Donc, super important pour les exploitants de bâtiments. C'est un temps précieux qui est épargné. Donc, sous l'onglet Issues, c'est là où je vais retrouver toutes les problématiques qui ont été décelées sur mes équipements à travers mon bâtiment. Donc, là, on le voit, là, c'est classifié. Visuellement, je suis capable rapidement d'accéder à mon logiciel, de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon bâtiment, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui peut attendre que mes budgets le permettent, versus c'est quoi les sections où je dois poser une action rapidement. Donc, il peut s'agir d'une anomalie électrique ou il peut s'agir d'une anomalie thermographique, OK? Donc, dans les deux cas, c'est important, un, que ce soit documenté.
que j'aie un point de référence. Quand est-ce que cette anomalie-là, elle a été détectée? Puis quelles actions qui ont été posées? Peut-être qu'il n'y en a pas eu, ça se peut. Mais au moins, ça vous fait un registre de qu'est-ce que je dois mettre en place pour mes budgets qui s'en viennent aussi. Donc, pour une anomalie électrique, comme vous voyez, on va toujours vous référer à un article du code. C'est pas Chrome qui fait la réglementation par rapport à tout ça. Vous êtes bien conscient de tout ça, je le sais. Donc, on vous réfère à un article du code, les conséquences si ce n'est pas réparé, puis exactement comment réparer le problème. Pour ce qui est des anomalies thermographiques, là, un petit peu plus complexe. Là, j'ai besoin d'avoir des équipes compétentes. Donc, c'est ce qu'on vous offre, en fait, d'avoir des équipes compétentes qui vont être en mesure de diagnostiquer exactement c'est quoi le problème de chaleur. Est-ce que c'est un problème d'harmonique? Est-ce que c'est un débalancement de phase? Une chute de tension? On le sait, il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes de surchauffe. Dans les équipements électriques, ben, on va être en mesure de cibler exactement c'est quoi la problématique. Puis là, encore là, même formule. La description du problème, les recommandations, puis exactement c'est quoi l'action corrective que je dois poser. Donc, ça, c'est vraiment génial. Intéressant, OK? Je vous montre des images, là. Présentement, là, quand on se rend sur site, 80 du temps, on va trouver des anomalies, des violations au code, versus un 20 qui va être des problèmes de chaleur, OK? Toutes les images que vous voyez à l'écran présentement, aucune nous a montré des problèmes de chaleur. Donc, quand même impressionnant. Par contre, on doit s'assurer que c'est documenté, que vous êtes au courant de ces anomalies-là. Si on regarde, j'ai un nœud qui est en train de brûler, définitivement, ça dénote une anomalie. Il va falloir investiguer, savoir pourquoi ce câble-là il est en train de surchauffer. Donc, la neige dans un transformateur, j'ai-tu besoin de vous faire le parallèle ou même au Québec, on s'entend que c'est pas normal. On va investiguer encore là à savoir. La petite souris tombée en deux phases. Si j'ai un électricien qui est en train d'ouvrir l'appareillage ou pensez à la personne que vous voulez, quelqu'un qui est en train d'ouvrir l'appareillage au même moment, ça va créer un arc électrique. Donc, risque accru de blessure pour mon travailleur. Il faut s'assurer que c'est documenté et que vous êtes au courant de ces anomalies-là. Puis, éventuellement, qu'on le met dans les budgets, dépendant de la criticité de l'anomalie, pour pouvoir effectuer les réparations. Donc, inspection. Je vous en ai glissé un mot tantôt. Donc, super important de le mettre en place. Donc, quand c'est encore sous garantie, pour toute nouvelle construction ou installation, il faut le faire inspecter pendant que c'est encore sous garantie, maximiser ce temps de garantie-là que vous avez. Pourquoi? Bien, parce que ça devient facile, suivant une inspection, un rapport en main complet, de vous retourner sur le contracteur général. Il doit vous rendre un immeuble qui est conforme au code en vigueur, aux normes en vigueur. Donc, garantie qu'il n'y a pas un endroit où on est allé faire une inspection sous garantie où on n'a pas trouvé des problématiques, des anomalies, des violations au code. Si on regarde ici, c'est l'exemple d'une prison. Le schéma unifilaire ne correspondait pas donc à ce qui était installé sur site. Il y avait des plaques qui étaient ouvertes, qui manquaient des protections. Donc, ça a l'air minime, mais quand tu trouves 289 anomalies, on commence à considérer que c'est beaucoup d'argent à mettre en place quand on vient d'investir des milliers de dollars pour mettre un projet en place. On veut que ce soit fait droit dès le départ. Donc, c'est un autre volet qui est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est mon petit bonbon dans le logiciel, OK? Je vous le dis tout de suite. Donc, on a tous des points faibles. Moi, c'est la sécurité électrique, c'est mon petit point faible. Donc, quand on va créer un schéma unifilaire ou qu'on va faire une étude d'éclat d'arc dans le logiciel, on va créer le schéma unifilaire, OK? Donc, si j'ai, pour mon personnel, à interagir avec un équipement où je dois aller me cadenasser cet équipement-là, qu'est-ce que ça va affecter dans ma ligne de distribution? Je viens vraiment bonifier tout ce qui est méthode et procédure. Le cadenassage, c'est un gros plus d'accéder à cette information-là. Avec le temps aussi, on peut créer les légendes de panneaux. Donc, dans le logiciel,
On le sait, l'information est difficile à tenir à jour pour nos légendes de panneaux. On se creuse la tête. L'information se retrouve dans la tête de une, deux personnes quand on est chanceux. Ces personnes-là partent en vacances, ben, ils ne sont pas capables de prendre des vraies vacances parce qu'ils se font appeler, ils se font déranger à tout bout de champ, partent à la retraite. Cette information-là disparaît avec eux. Donc, dans le logiciel, on est capable de conserver l'information à vie. Donc, on vient encore là de sauver beaucoup de soucis sur site. Donc, puis on peut aussi voir apparaître, quand que les clients désirent, les étiquettes d'éclat d'arc. Donc, qui sont physiquement posées sur les équipements électriques. Je suis aussi en mesure de les intégrer dans le logiciel. Donc, sous l'onglet documentation, c'est là où on va retrouver tous les documents, les rapports, les certificats d'inspection. Donc, ça devient très facile d'accéder à l'information. C'est terminé le temps où, ce rapport, où je l'ai mis, il est accessible où et quand, on ne le sait plus, c'est qui me l'a envoyé. On le retrouve dans le logiciel, tout au même endroit. Donc, ça vient vraiment faciliter la vie de plusieurs. Donc, puis finalement, pour le plan d'investissement, donc, pour tout ce qui est projet CAPEX, je vous pose la question, est-ce que vous êtes en mesure de me dire aujourd'hui, assis ici, combien d'équipements électriques vous avez dans vos bâtiments? Là, je connais déjà la réponse, gang, OK? Pour plusieurs. Peut-être que je pourrais en avoir un qui fait Hey, moi, je le sais, mais c'est bien, bien rare que ça m'arrive. Ça a une valeur de combien, ces équipements-là? Tu sais, le résultat est simple. Si vous n'êtes pas en mesure de quantifier ça, vous n'êtes pas en mesure de le gérer correctement. Donc, d'arriver à avoir accès à cette information-là, je viens aussi enlever un gros poids sur tout ce qui est projet CAPEX, OPEX que je vais pouvoir mettre en place. On doit pouvoir le mesurer pour le gérer. Donc, voici par rapport à ça. Je suis un petit peu rapide aujourd'hui. En résumé, OK, qu'est-ce qu'on a discuté là, depuis le 25 minutes que je parle? Ça va quand même vite, hein? Entretien sous tension de façon annuelle, OK? Entretien hors tension à tous les 3 ans. Mettre à jour le schéma unifilaire à tous les 5 ans. Étiquette sur les équipements électriques, c'est requis au code. Donc, on doit le mettre en place. Le programme de sécurité électrique qu'on doit mettre à jour à tous les 3 ans. Puis, la formation sur la sécurité électrique aussi, qui doit être mise à jour tous les 3 ans. Perdez pas de vue, la documentation, c'est obligatoire. Donc, il faut se trouver un système de gestion par rapport à ça. Comme je vous ai parlé aujourd'hui, le logiciel BCES IQ est une super bonne alternative pour vous permettre de gérer puis de vous faciliter la vie par rapport à tout ça. Donc, on passe aux questions. Si j'ai des questions dans l'assistance. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. C'est super apprécié, by the way. Puis, est-ce que j'ai des questions? Oui, bonjour. Pour le ARC Flash Study, tu dis que c'est requis à tous les 5 ans. Non, en Puis, fait, c'est au code. Ça veut dire qu'il y a des bâtiments qui sont code grand-père, c'est pas obligé d'être fait s'il n'y a pas une rénovation majeure. l'étiquetage sur vos équipements est obligatoire au code. Donc, il y a toujours, tu sais, pour vrai, là, il y a 2 lignes de pensée par rapport à ça. Oui, il y a les codes où c'est acquis, je ne dois pas le mettre en place. Par contre, moi, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est de la sécurité électrique. Donc, d'avoir des étiquettes qui comptent, où je vais retrouver toute l'information, autant l'énergie incidente, quel périmètre je dois mettre en place, quels vêtements je vais devoir porter pour être protégé de cet équipement-là en cas de défaillance. Là, on ne parle plus de Claude grand-père rendu là, OK? Puis là, moi, ça fait plusieurs années que je donne la formation sur la sécurité électrique. Puis je vous le garantis, avec les étiquettes en place, j'ai beaucoup plus de succès à ce que mes travailleurs vont respecter. Ils l'ont d'en face ou de demander à mes travailleurs d'aller prendre les tableaux dans la norme
J'ai beau y mettre à côté de l'équipement, là, on le sait, là, on ne se racontera pas d'histoire aujourd'hui. Donc, les probabilités qu'il aille chercher dans son tableau pour savoir, OK, je dois apporter des EPI qui vont me protéger jusqu'à 8 calories par centimètre carré, ils ne vont pas le faire. Donc, oui, il y a des classes grand-père, c'est de voir les parallèles par rapport à la sécurité de mes travailleurs, Parfait, prendre merci. la décision par rapport à ça. Donc, Deuxième question, oui. dans votre logiciel, c'est qui est propriétaire des données? C'est Crown qui est propriétaire des données par rapport à tout ça. C'est vraiment le logiciel qu'on utilise pour documenter tout ce qui est travaux, maintenance, équipement électrique de nos clients. Par contre, il y a beaucoup d'informations qui est exportable de ce logiciel-là. Donc, dans toute éventualité, l'information qui se retrouve là-dedans peut se retrouver sur des fichiers Excel en ma possession. Merci. Ben, en votre possession, finalement. Bonjour, j'ai une Bonjour. question pour vous. Oui. Vous faites comment si vous êtes face à un défi où les étiquettes sont non révisées depuis plusieurs années, mais en même temps, vous devrez quand même organiser des travaux sur des équipements dont vous n'êtes pas sûr à 100% de l'énergie incidente dans les cabines électriques? Cette étude-là date de quelle année? Serait la question que j'aurais envie de te poser. Mais disons que ça date de 10 ans. Si ça date de 10 ans, il faut faire aussi des beaux parallèles, OK? Il y a 10 ans, on ne possédait pas toute l'information qu'on possède aujourd'hui. Maintenant, quand on reçoit un équipement, un disjoncteur, n'importe quel équipement, pour mes ingénieurs, là, les fabricants vont nous fournir beaucoup plus d'informations qu'il y a 10 ans. Fait que si mon étude date d'il y a 10 ans, je suis électricienne de formation, perdez pas ça de vue, OK? Fait que si tu me demandes, moi, Christelle, comme électricienne, je me retrouve devant une étude qui a 10 ans, je vais remettre en question l'information qu'il y a sur cette étude-là parce que je possédais beaucoup moins d'informations côté ingénierie pour bâtir ces études-là il y a 10 ans que je l'ai aujourd'hui ou il y a 5 ans. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis en fait, l'importance de mettre à jour, là, je vais faire une petite parenthèse. Donc, l'importance de mettre à jour les études des Clodac, là, c'est très simple. On veut valider les temps de coupure de la part d'Hydro-Québec, puis les défauts de la part d'Hydro-Québec. Puis ces valeurs-là peuvent changer en 5 ans. C'est pour ça que c'est important de mettre les études à jour aux 5 ans. Oui, mais en attendant, je dois entretenir et je dois prendre les mesures avec des EPI, par exemple. Je me Est-ce que... référerais, je ferais un parallèle avec les tableaux de la norme. Donc, pour accéder à cette information-là, j'irai chercher mon tableau V.2, je validerai l'information. Il va y avoir une différence, OK? Parce que, tu sais, j'ai quand même quelqu'un qui a travaillé pour mettre en place ça, mais je ferai quand même un parallèle. Super, Pour merci. m'assurer que mes travailleurs sont bien protégés, là, je ferai un parallèle. Ça commence à dater là, quand ça fait 10 ans. Là. C'est bon? Question? Ça va bien? Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.